Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast Bien dans mon ventre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec l'épisode numéro 161 dans lequel nous allons parler de syndrome de l'intestin irritable, de candidose et de SIBO. Et on va voir pourquoi c'est si galère de les différencier et comment on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Donc ces trois troubles digestifs, le syndrome de l'intestin irritable, la candidose et le SIBO, c'est des troubles qui sont assez similaires et qui peuvent parfois être difficiles à différencier. Peut-être que vous le voyez vous-même si vous accompagnez des clients qui sont ballonnés, fatigués, qui vous parlent de gaz, de transit irrégulier, de mycose, de stress chronique, etc. Et que parfois vous avez un petit peu du mal à savoir, ok, il s'agit de quoi, à quoi on a affaire, je sais pas par quoi commencer, par où partir, etc. Tout simplement parce que très honnêtement c'est pas si simple et souvent on a tendance à les confondre. Et honnêtement, moi il m'a fallu pas mal de temps et pas mal de formation avant de vraiment déterminer un peu les différences qui peuvent exister entre ces trois troubles et à essayer de, pour chaque cas client, d'y voir un petit peu plus clair et voilà. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de capital parce que c'est trois troubles digestifs qui sont différents, donc qui nécessitent une approche différente. Et donc c'est ce qu'on va voir aussi un petit peu dans cet épisode. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur le pourquoi est-ce qu'on confond ces troubles. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il semblerait que les 2/3 des personnes à qui on a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable souffrent également d'un SIBO et ou d'une candidose. Ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, parce que vraiment ce chiffre, c'est un chiffre, la première fois que je l'ai entendu, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais en formation de micronutrition et j'étais là, mais c'est pas possible, c'est énorme. Pour moi, les cas de SIBO et de candidose, c'était quand même assez rare. Et bon, la candidose, à la limite, je me disais, ok, la candidose, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Mais pour moi, le SIBO, c'était un truc quand même assez... assez peu fréquent, quelque chose qu'on rencontrait pas souvent. Et donc j'ai entendu ce chiffre, donc les 2/3 des personnes à qui on a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable ont également soit un SIBO, soit une candidose, soit les deux. Et au début, j'y croyais pas trop, en tout cas je me disais ok, ce chiffre il est tiré d'une étude, c'est pas juste un truc tiré du chapeau comme ça. Et en fait finalement, à force de pratique, je me suis rendu compte de à quel point ce chiffre il est complètement vrai et de à quel point on passe très souvent à côté de choses parce que on considère que les personnes ont uniquement un syndrome de l'intestin irritable. Et on cherche pas derrière. Alors que effectivement, dans énormément des cas, et je pense que les 2/3 c'est un chiffre qui est complètement réaliste, et bien dans énormément de cas, la personne a elle a un syndrome de l'intestin irritable, mais souvent il faut aller chercher derrière et souvent se cache un SIBO ou une candidose ou les deux. Et c'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais un des éléments qui m'a fait aussi prendre conscience de à quel point ce chiffre il est vrai, c'est que je me suis rendu compte que je faisais partie de ces personnes qui cumulaient syndrome de l'intestin irritable, candidose et SIBO. Voilà. Alors que vraiment, la première fois que j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit, dis donc, ils ont pas de chance, les gens qui cumulent les trois, franchement, ça doit quand même pas être si fréquent, et puis c'est pas de chance quand même, les pauvres. Voilà, comme quoi des fois il faut pas parler trop vite. Au début je me pensais pas concernée, tout simplement parce que quand il s'agit de nous, on est rarement objectif, clairement. Et puis on voit toujours mieux les symptômes qu'ont les autres, mais nous on voit pas trop.
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, quand même, c'est vrai qu'à force de me renseigner sur tout ça, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de symptômes, ce serait peut-être pas mal que je fasse des tests. Et puis je me suis fait accompagner aussi par une médecin micronutritionniste, ça je vous en avais parlé aussi dans d'autres épisodes, et elle m'a dit, on va faire tous les tests, on va vraiment, on va éliminer toutes les hypothèses, enfin bien sûr après m'avoir posé des questions, hein. Si vraiment j'avais eu 0 symptômes, on n'aurait pas fait les tests, mais là, elle était quand même assez d'accord pour dire ouais, il y a quand même plusieurs symptômes qui pourraient vraiment évoquer soit un SIBO, soit une candidose, soit les deux, donc on va faire les tests. Et les tests sont revenus méga positifs pour la candidose, alors qu'effectivement j'avais pas du tout les symptômes classiques, et positifs, alors c'était pas très clair pour le SIBO, mais bon, a priori il y avait quand même un petit SIBO, qui était pas énorme, mais quand même qui était là. Donc forcément ça a été une bonne leçon d'humilité, hein, de me dire ah oui, donc en fait même quand on a l'impression que non, il faut quand même creuser. Et effectivement le fait de m'occuper de cette candidose et de ce SIBO, ça a aussi beaucoup amélioré mes troubles digestifs, tout simplement parce que là enfin on allait vraiment travailler sur des vraies problématiques et pas juste en surface, c'est-à-dire sur un syndrome de l'intestin irritable qui veut un peu tout et rien dire quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un chiffre qui est hyper important à garder en tête et pour lequel il faut vraiment se dire à chaque fois que quelqu'un vient vous voir pour un syndrome de l'intestin irritable, il faut limite partir du principe que cette personne elle a soit une candidose, soit un SIBO, soit les deux. Et il faut partir de là en se disant on va essayer de se prouver que la personne n'a pas ça. Vous voyez, c'est vraiment, il faut réfléchir en sens inverse. Il faut vraiment partir de ce constat et se dire on va travailler à l'envers et en posant les bonnes questions. Et éventuellement, en faisant des analyses, on va pouvoir savoir si effectivement elle a juste un syndrome de l'intestin irritable ou s'il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Mais ça, c'est pas forcément évident à faire. Pourquoi ? Parce que ces 3 troubles, ils ont vraiment des symptômes très similaires. Il y a quand même beaucoup de symptômes, notamment les ballonnements, qui se retrouvent dans les 3 problématiques, donc le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO et la candidose. Donc parfois c'est pas évident de s'y retrouver parce que on pose des questions à la personne et on se dit mais en fait là je sais pas, ça pourrait vraiment être les 3 en même temps, je suis pas sûre de moi, enfin voilà, j'ai vécu pas mal de situations comme ça. Souvent c'est des personnes qui ont un peu un terrain digestif assez commun, c'est-à-dire que au-delà des symptômes, c'est souvent des choses qui sont installées depuis longtemps et du coup les symptômes se mélangent aussi, les personnes elles-mêmes ne savent plus trop même comment décrire leurs symptômes, voilà, parfois c'est un peu fouillis, et c'est pas de leur faute, hein, c'est vraiment que c'est installé depuis longtemps, il y a un peu tout qui se mélange, donc bon. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment poser les bonnes questions pour avoir les réponses qui vont nous permettre de déterminer un peu vers quelle piste on va partir. Souvent il y a vraiment aussi, pourquoi on confond ces 3 troubles, parce qu'il y a un vrai manque de formation spécifique. Moi quand je suis sortie d'école de naturopathie, oui on avait abordé le syndrome de l'intestin irritable, on avait abordé la candidose, mais alors le SIBO, je crois que j'en avais jamais entendu parler, à moins que ma mémoire soit défaillante, mais vraiment je pense qu'à l'époque, donc en 2019 et 2020, on ne parlait pas du SIBO en école de naturopathie, en tout cas pas dans la mienne. Ça je l'ai vraiment appris en me formant après, et j'avoue qu'au début je regardais un peu ça d'un œil, oui bon, j'en ai pas entendu parler en école de naturo, ça m'étonnerait que ce soit un vrai truc important. Bon j'ai revu ma copie après, hein, surtout quand je me suis formée à la micronutrition, donc là j'ai vraiment compris les tenants et les aboutissants de tout ça, mais c'est vrai que malheureusement, le SIBO, on en parle très peu, alors que c'est quand même un peu finalement assez fréquent, et surtout ça nécessite quand même une prise en charge assez spécifique. Et puis même pour la candidose et le syndrome de l'intestin irritable, honnêtement, oui on en avait parlé pendant ma formation de naturopathie, mais pendant mes premières consultations, je me suis retrouvée un petit peu perdue en me disant alors oui ok on en a parlé, j'ai compris pas mal de choses, mais en fait je sais pas trop ce qu'il faut faire, enfin c'était un peu le flou artistique quoi, et c'est pas, je dis pas ça en critiquant les écoles de naturopathie, vraiment loin de là, c'est juste que on peut pas non plus aborder chaque problématique en profondeur. Donc je pense que, moi je l'ai vraiment vu comme ça déjà dès le début, et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Pour moi, une école de naturopathie, par exemple, ou autre chose, hein, ça peut être en nutrition, en pharmacie, etc. C'est une très bonne base sur laquelle il va falloir rajouter des briques par la suite. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à se former en permanence,
parce que déjà la recherche et les études scientifiques ça va très vite, donc d'une année à l'autre déjà il y a des nouvelles choses qui sont découvertes, des nouvelles compréhensions, des nouveaux éléments qui sont hyper importants. Donc c'est important de se tenir à la page, et puis surtout si on veut un petit peu se spécialiser sur tout ça, il va falloir le faire un peu soi-même. Donc c'est pour ça que c'est important de pas juste se dire c'est bon, j'ai ma formation de naturopathie ou de autre, et je m'arrête là. Moi, je conseille vraiment de continuer à se former autant que possible. Aujourd'hui, c'est possible de manière plus ou moins intensive, selon ce qu'on a envie de faire, de manière gratuite ou payante, selon ce qu'on a envie de faire aussi. Enfin voilà, il existe quand même pas mal de biais pour se former, de moyens de se former, donc il faut vraiment en profiter. Parce que sinon, effectivement, on va continuer à confondre un peu ces troubles et on pourra pas aider nos clients et nos clientes de manière efficace. Et puis un autre élément qui fait qu'on a tendance à confondre un peu ces troubles, c'est que souvent les tests et les analyses qui y sont un peu associés sont soit mal utilisés, soit mal compris, parce que c'est pareil, si on ne se forme pas à l'analyse, au décortiquage en tout cas des analyses faites par les clients, ou même nous-mêmes à savoir quelles analyses on peut recommander aux clients, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui ne nécessitent pas d'ordonnance médicale, donc que l'on peut nous recommander aux clients, en sachant que ces analyses du coup, évidemment elles ont un coût, donc il faut aussi savoir quand c'est intéressant de les recommander et quand ça ne sert à rien, ça sert à rien de les faire pour les faire. Donc tout ça c'est important aussi, mais il faut effectivement se former soi-même pour savoir comment interpréter les résultats, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux résultats qu'on a. Il y a aussi des situations maintenant où les gens arrivent eux-mêmes en consultation avec des analyses qu'ils ont déjà fait. Donc il faut aussi être un petit peu capable de pouvoir les interpréter. Alors je parle pas des analyses, vraiment des analyses sanguines, des choses qui relèvent du domaine médical. Là on va pas essayer de jouer à l'apprenti médecin. Voilà, moi il y a plein de choses sur lesquelles les gens me donnaient leurs analyses et je leur disais, en fait ça je peux pas vous dire, je suis pas médecin, donc vraiment demandez à votre médecin, parce que moi je saurais pas vous dire, j'ai peur de vous dire des bêtises. Par contre il y a des analyses sur lesquelles oui je sais les interpréter, parce que ça ne relève pas forcément du domaine médical, c'est des choses pour lesquelles les labos donnent eux-mêmes parfois des interprétations, voilà, tout ça on peut vraiment se former à savoir interpréter ce genre d'analyse. Et puis il y a aussi un truc qui est un peu problématique par rapport à ces trois troubles, donc le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO et la candidose, c'est qu'on a parfois l'illusion que ça se ressemble, donc c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la personne elle a à peu près ça comme symptôme, oui ça peut être plus ou moins un SIBO ou une candidose, vu que les symptômes sont à peu près les mêmes, on va traiter de toute façon de la même façon, et puis voilà. Or, on ne traite pas du tout un SIBO de la même façon qu'une candidose ou qu'un syndrome de l'intestin irritable. Donc ça, c'est un peu le problème parce que, dans le meilleur des cas, ce qu'on va faire, ça peut fonctionner parce que finalement, on aura travaillé sur un aspect, ça va peut-être améliorer les autres et du coup, c'est super. Dans le pire des cas, ça peut vraiment empirer les choses. Parce qu'il y a certaines situations, notamment certains SIBO, qui nécessitent vraiment une prise en charge particulière, et si jamais on les traite pas de la bonne façon, ça peut amplifier les symptômes, ça peut rendre la personne encore plus mal que ce qu'elle n'est déjà. Donc là, c'est un peu problématique, parce que déjà, on n'a pas envie de faire du mal à notre client ou notre cliente, et puis notre client ou notre cliente, il va finir par douter de nous, il va dire ça marche pas du tout, ce que il ou elle me propose, c'est pire qu'avant, donc j'arrête tout. Donc on n'aura pas réussi à l'aider, il va perdre confiance en nous, et puis il va avoir l'impression que sa situation elle est insolvable et que n'y a pas de solution qui existe et qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien connaître ces trois troubles et de savoir aussi les reconnaître, les différencier et surtout comment les accompagner. Parce que, encore une fois, sinon on se retrouve dans des situations où on fait plus de mal que de bien, la personne elle perd confiance en nous. Ou alors, des fois, ce qu'on va faire au début, ça va fonctionner pendant quelques mois, et puis finalement, la personne, elle va faire un peu une rechute parce qu'on n'aura pas travaillé sur vraiment la cause de la cause, ce qu'on aime bien faire en naturopathie, mais parfois, on a tendance à passer à côté. Donc, c'est un peu problématique parce que du coup, la personne, elle va dire « super, ce que j'ai fait, ça a marché, mais en fait, quelques mois après, je me retrouve exactement dans la même situation, donc ça n'a pas vraiment marché. » et bref, c'est pareil, ça permet pas d'accompagner efficacement le ou la personne. Donc il faut vraiment se rendre compte que si on veut vraiment accompagner en profondeur une personne, il faut vraiment se mettre un peu en mode détective. Et pas juste en mode distributeur de compléments, vous avez des mycoses, c'est une candidose, donc je vous donne un antifongique. Il faut vraiment passer en mode détective, savoir quelles questions poser, savoir lire un peu entre les lignes parfois par rapport à ce que nous disent les personnes, savoir creuser vraiment les différents symptômes. On s'arrête pas juste à
Une personne qui nous dit bah, j'ai des ballonnements, on s'arrête pas là. Moi, une personne me dit j'ai des ballonnements, j'ai au moins une dizaine de questions à lui poser pour vraiment creuser et déterminer un petit peu quel type de ballonnement ça peut être. Et est-ce que ça va plutôt me faire penser à un syndrome de l'intestin irritable, à une candidose ou un SIBO. Donc tout ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment des choses qui reviennent souvent dans les discussions que j'ai régulièrement avec des naturopathes, notamment avec mes clients de Naturodigest, qui est ma formation sur la prise en charge des troubles digestifs. C'est des questions qu'on se pose souvent, de bah là vous pensez que c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt un SIBO, une candidose, etc. Même si on a tous déjà beaucoup de clés pour envisager ça, mais il y a quand même toujours des zones de flou, et c'est normal qu'il y ait toujours une zone de flou, c'est-à-dire que même après des années de pratique et de formation, je pense qu'il restera toujours une petite zone de flou parce que les personnes, des fois, rentrent pas forcément dans les cases. Mais quand on a quand même les bons réflexes, ça aide énormément à justement savoir quelle hypothèse on va poser et sur quelle hypothèse on va partir et comment on va prendre en charge du coup la personne. Et donc à force de me poser un peu toutes ces questions, je me suis dit que j'allais vous en faire un vrai contenu complet, donc un vrai programme qui s'appelle Décode digestif, que je suis en train de terminer sa création. Donc c'est un programme qui va vraiment pouvoir vous aider à poser des bonnes hypothèses, vraiment savoir différencier les différents symptômes de la personne, savoir un petit peu les indicateurs qui vont vous faire dire ok, ça c'est plutôt un SIBO, ça c'est plutôt une candidose, voir également le type d'analyse que l'on peut envisager dans chaque cas, ou si la personne vient avec ses propres analyses, comment on peut un peu s'y retrouver par rapport à tout ça. Et donc je vais pas tout vous redire ici parce que vous vous doutez bien que si j'en ai fait un programme, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui ne rentreraient pas dans un seul épisode de podcast. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir un petit peu se pencher, notamment par exemple le timing des symptômes. Vous allez voir que le timing des symptômes selon la journée de la personne, ça va déjà nous donner une indication, notamment les ballonnements par exemple. Si la personne elle a des ballonnements immédiatement après le repas, ou si c'est plutôt en fin de journée, ou si c'est plutôt de manière un peu aléatoire, ou si c'est plutôt quand elle a un gros coup de stress. Tout ça, ça va nous permettre de déterminer, ok, a priori c'est plutôt un SIBO, plutôt une candidose, plutôt un syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi d'autres choses qui sont pas forcément des symptômes digestifs qui vont vraiment pouvoir nous aider. Notamment si la personne a fait des analyses avant, par exemple s'il y a, on voit que les taux de B12 et de B9 sont complètement bizarres, c'est-à-dire qu'ils sont soit très très élevés, soit très très bas. Bon là on pourra potentiellement suspecter un SIBO par exemple, donc ça c'est des choses qui peuvent nous aider en plus si jamais la personne elle a fait des analyses récemment et qu'elle nous dit ça au détour d'une consultation par exemple. Et puis c'est vraiment un programme qui va vous aider à aller un peu au-delà des symptômes classiques. C'est-à-dire si une personne vous dit oui j'ai tout le temps envie de manger du sucre, est-ce qu'on en déduit qu'elle a une candidose forcément? Oui et non. Moi je considère qu'une personne qui a très envie de manger du sucre en permanence, ça peut être une candidose, mais ça peut aussi être beaucoup d'autres choses. Donc ce programme, il est aussi là pour vous aider à y voir plus clair et à sortir un peu des cases qu'on apprend un peu en école de naturopathie, qui sont un peu des choses très marquées, et sauf que quand on les retrouve pas chez une personne, des fois on passe à côté de quelque chose. Pour vous donner mon exemple, je sais que la candidose en général, les symptômes que l'on considère qui sont vraiment les plus présents, c'est des mycoses à répétition et une forte envie de sucre. Sauf que, pour vous donner mon exemple, moi j'avais une énorme candidose et je n'avais pas de mycose et je n'avais pas des envies de sucre. Mais j'avais d'autres symptômes qui pouvaient effectivement faire penser à une candidose. Par exemple, des ballonnements, une fatigue après les repas, un espèce de brouillard mental, des démangeaisons, etc. Mais tout ça, si quelqu'un qui n'était pas formé à la naturopathie m'avait juste dit « Est-ce que vous avez des mycoses? Est-ce que vous avez envie de sucre ?» J'aurais dit non, pas du tout. Il m'aurait dit ok, il n'y a pas de candidose. Sauf qu'en fait, quand j'ai fait les tests, effectivement j'avais une énorme candidose. Et quand j'ai traité cette candidose, j'ai vraiment vu la différence. Donc c'était pas juste une analyse qui était fausse ou c'était vraiment... J'étais passée à côté de ça parce que effectivement, je pense que j'avais le terrain depuis que j'étais toute petite, parce que effectivement, étant plus jeune, j'avais des mycoses récidivantes, j'avais des fortes envies de sucre et d'ailleurs j'engloutissais des quantités de sucre assez incroyables. Sauf que ça faisait peut-être 10 ans que j'avais plus du tout ça, que je mangeais quasiment plus de sucre et que j'avais plus de symptômes vraiment typiques d'une candidose. Donc on aurait pu passer à côté. Donc c'est pour ça que c'est important de sortir un peu de ces symptômes classiques, parce que c'est rare de les retrouver chez des personnes. Bien sûr qu'il y a des personnes, vous allez vous dire ok, la personne elle a tous les symptômes, là c'est l'autoroute, je sais ce qu'elle a, on y va, on s'occupe de ça.
Mais dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus subtil et c'est pour ça qu'on s'interroge beaucoup avec tous les naturopathes avec qui je travaille. Souvent, on réfléchit à plusieurs et en fait, c'est là aussi on se dit, bah attention, regarde, il y a tel truc, ah oui, c'est vrai, mais ça fait plus penser à ça, etc. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire un programme très pratico-pratique dans lequel vous avez à la fois des vidéos, mais aussi des checklists, des supports concrets, des tableaux comparatifs des symptômes. C'est des choses que vous pouvez vraiment garder avec vous pour votre prochaine consultation et qui vous permettront vraiment de dire ok, là, j'y vois beaucoup plus clair, a priori on part sur ça, et surtout ce qui vous permettra aussi de voir quand la personne cumule plusieurs choses, parce que c'est ça aussi où c'est compliqué, c'est que à la limite, déterminer si la personne elle a un SIBO ou une candidose, ça peut être assez facile, mais comment on fait quand la personne elle a l'air d'avoir un petit peu tout? Ben là aussi ça va vous aider à y voir plus clair, à savoir aussi si la personne elle cumule ça et ça, qu'est-ce qu'on fait du coup, par quoi on commence, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif avec ce programme Décode digestif, c'est que à votre prochaine consultation, vous soyez beaucoup plus à l'aise sur déterminer est-ce que la personne elle souffre d'un syndrome de l'intestin irritable, d'un SIBO ou d'une candidose, savoir éventuellement quelles analyses proposer à la personne si vous avez besoin de valider votre hypothèse, et en tout cas vraiment voilà, d'y voir beaucoup plus clair et de savoir sur quelle hypothèse vous allez partir et comment vous allez du coup la prendre en charge. Donc si jamais vous voulez aller plus loin et justement être vraiment capable de différencier un peu ces troubles sans avoir de doute et en ayant vraiment beaucoup plus confiance en vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente de ce programme Décode digestif qui devrait être disponible dans une petite semaine après la parution de cet épisode. Vous pouvez donc vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les infos, de la sortie de ce programme. Et bien sûr, si vous êtes inscrit sur la liste d'attente, vous vous en doutez, vous aurez aussi des petites surprises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous remets le lien en description de cet épisode. Comme ça, vous pourrez vraiment être tenu au courant, avoir toutes les infos. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un email. Je suis toujours présente pour répondre à vos questions. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura vraiment donné envie de mieux comprendre ces différents troubles, de mieux savoir comment les différencier et que vous aurez bien compris l'importance de tout ça. C'est pas juste pour faire joli sur le papier et dire « Ah, moi je sais, j'ai la bonne réponse », c'est vraiment pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui viennent vous voir en consultation et éviter du coup de faire des erreurs comme on peut tous en faire, hein, mais voilà, essayer d'éviter d'empirer les choses pour la personne et de voir vraiment de savoir questionner sur beaucoup de choses, notamment les symptômes, le timing des symptômes, la nature des douleurs aussi, on voit aussi dans le programme la nature des selles aussi, enfin vraiment on rentre vraiment dans un niveau de détail où vous allez pouvoir poser plein de questions à votre client ou votre cliente et vous allez vraiment mener une enquête qui va vous donner des réponses beaucoup plus concrètes que juste vous avez quoi comme symptôme, ok, on s'arrête là. Donc voilà, c'est vraiment une enquête à mener et moi je trouve ça absolument passionnant à chaque fois que je débute une consultation, c'est toujours de me dire ok, c'est parti, on va mener l'enquête et souvent ça amène à des choses quand même assez fascinantes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous comprenez un peu mieux maintenant l'importance de vraiment savoir différencier ces trois troubles. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur la liste d'attente pour être tenu au courant de la sortie de ce programme Décode digestif qui va changer votre façon de voir les consultations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.